Ce soir, c'est le dernier dîner de l'année et on va clôturer ce cycle par un thème qui a jalonné de nombreuses conférences, les forces spirituelles de l'Eurasie. Alors c'est pas uniquement un concept géopolitique cher à certains géopoliticiens modernes. On trouvait déjà cette idée, entre autres chez les slavophiles, et même chez Monseigneur Strauss-Mayer, qui était un catholique. Donc pour situer. Donc ce serait M. Emmanuel Leroy et M. Mas, qui est déjà venu faire une conférence, qui interviendront. Mais d'abord, quelques poèmes et chants russes pour vous mettre dans cette ambiance. Et en même temps, c'est la période presque de Noël. À vous, cher ami, mettez-vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je voudrais remercier d'abord le restaurant ce soir d'accueillir ce mouvement philosophique et humaniste, j'imagine. Et je remercie frère Thierry de l'invitation. Je vais commencer par un poème de Pouchkine qui s'intitule « Le prophète ». Il a été traduit par M. Vladimir Sergueïev de l'association Glagol. Et pour moi, c'est un poème plein d'espérance. En quête d'une voie spirituelle, j'errais, perdu sans mes repères. Un séraphin ouvrant ses ailes m'est apparu dans ce désert. Avec ses doigts si soyeux, doucement, il effleura mes yeux en les rendant clairvoyants comme ceux de l'aigle pénétrant. Et mon ouïe, grâce à lui, du son des cloches fut emplie. Je pus entendre le tonnerre, le vol des anges tout là-haut, les créatures au fond des eaux, le cep de vigne perçant la terre. Et il toucha mes lèvres dures et arracha ma langue impure, hâbleuse, pleine de blasphème. Et de sa main couverte de sang, une sage langue de serpent plaça en guise de baptême. Son glaive fendit ma poitrine, mon cœur sortit tout palpitant, et dans mon sein la main divine mit une braise au feu ardent. Dans le désert j'étais sans vie, quand du Seigneur me vint ce cri. Lève-toi, prophète, écoute et vois, je veux ici, là-bas, ailleurs, que ma parole soit ta voix, et qu'elle enflamme tous les cœurs. Et qu'elle enflamme tous les cœurs. Bravo. S'il vous plaît, silence, j'ai demandé absolu. Pas quelle langue il faut employer, peut-être la langue allemande. Je vais vous déclamer maintenant une poésie qui m'est chère, qui s'intitule « L'ange bleu », qui est ma condition terrestre. Je ne veux, et notre condition terrestre en général. Et il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Je ne veux plus être prisonnier dans cette vie. L'échappée demande d'apprivoiser le temps à chaque instant. La liberté sans frontières est le fruit défendu de notre univers. Couché sur l'infini, je dors sur les étoiles, bouleverse mes envies pour un voyage astral, sidéral, magistral. Ne brûle pas ta vie, ne brûle pas tes ailes. Excite ton esprit aux couleurs arc-en-ciel, arc-en-ciel. Les astres embrassent le front, demande-leur pardon. Les astres embrassent le front, demande-leur pardon. Avant de brûler ta vie, ne brûle pas tes ailes. Excite ton esprit aux couleurs bleues parfaites d'une étoile éternelle dans un ciel fidèle. Les poissons quittent l'aquarium, le ciel est notre opium. Les poissons quittent l'aquarium, le ciel est notre opium. Sur terre je brûle ma vie, sur terre je brûle mes ailes. Y a-t-il le paradis? Apprivoiser des temps essentiels, surréels, spirituels. S'intitule L'ange bleu.
Est-ce que quelqu'un peut me donner un thème? Madame, vous pouvez me donner un thème? Noël. Noël? Oui. L'amour. L'amour, Noël. Les circonstances de la fin de sa vie sont étranges. Voulant peut-être rejoindre les anges, mélange d'amertume et de désespoir, il est tombé un soir dans le noir. 5 personnes par jour assument une existence difficile, dire adieu aux délices subtiles. Pourquoi Paris as-tu causé tant de morts à tes côtés? C'est le miroir aux alouettes qui finissent en vol silencieux sur les lignes être fragile d'un train de banlieue. On a une pensée à tous ceux à l'heure actuelle en France. Il faut savoir que vous avez 8 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et 3 millions d'enfants qui ne mangent pas à leur faim. Donc voilà, c'était une pensée pour ceux qui sont en besoin. Et je sais que frère Thierry fait beaucoup aussi pour organiser et œuvrer pour les bonnes causes. Voilà. Non, mais voilà, je lis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce qu'on peut juste... L'espérance. Quand mon cœur si lourd s'étend dans ce grand lit froid, je me trace dans la tête des courbes infinies, là où la raison ne domine plus l'esprit, et dans ma solitude je pense encore à toi. Je tourne le monde mais la terre est ronde, je voyage tout seul toujours en seconde. Les rythmes frénétiques d'espérance perdue caressent mes épaules, me chuchotent, me frôlent. Des soupirs, des fantômes, des minutes écoulées, je chavire au plus profond de ma vérité. Je tourne le monde mais la terre est ronde, je voyage tout seul toujours en seconde. Tes mots me reviennent dans cette cascade de vie. Au bord du naufrage, dans cette pièce mirage, je suis une âme fragile de ton corps en exil, et dans ma solitude, je pense encore à toi. Et dans ma solitude, je pense encore à toi. La fraternité. À l'aube solennelle, survole l'hirondelle, une barque de passeurs rêveurs d'éternel. La mer est ton cercueil, recherche de dignité. Au fond de l'océan, poursuis tes rêves d'enfant. Mourir quand même, quitter Bohême, nouveau soleil, il est encore temps. Travaux harassants, le village t'attend. Envoyer tes fruits, sourire à la vie. Dépêche-toi, passeur de rêves. Dépêche-toi, briseur de mer. Mourir quand même, quitter Bohême, nouveau soleil, il est encore temps. Briseuse de rêves, la mer t'achève. L'hirondelle merveille suit les dieux du vent. L'homme coule au fond de l'océan. Mourir quand même. Un chant. Je vais terminer par un poème de Pouchkine. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, когда вам Бог любит. Мой быть другим, я вас любил так искренно, так нежно, когда вам Бог любимый быть другим.
Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus en cette période avant Noël et de ne pas avoir sacrifié aux traditions boboïques et d'être partis en vacances à Courchevel ou je ne sais où. Je voulais remercier notre poète pour l'amour qu'il nous a donné par ses poèmes et ce poème chanté de Pouchkine qui va, je crois, remarquablement illustrer le sujet qui est justement le sujet de ce soir, les racines spirituelles de la Grande Eurasie. Et rien de plus beau qu'un poème de Pouchkine pour exprimer l'âme de cet immense continent. Alors pour ne rien vous cacher, je vous dirais que ce soir, j'avais prévu une autre conférence que celle que nous allons faire, et c'est le hasard, ou Frère Thierry, ou Internet, qui ont insisté pour que ce soit ce thème qui subsiste, puisqu'il y a une quinzaine de jours, au vu de l'actualité, j'avais appelé Frère Thierry pour lui suggérer de faire une conférence sur des thèmes d'importance, d'actualité, qui me semble important de méditer en cette fin d'année, et je lui avais proposé une conférence sur le thème du Brexit, de l'élection de M. Trump et de celle plus anecdotique, mais quand même, de François Fillon à la primaire de la candidature de la droite. Et je voyais dans ces trois éléments ce que je crois être un fil conducteur. Et donc j'avais suggéré que nous fassions une conférence sur ce sujet, mais Dieu n'en a pas voulu ainsi. Donc je vous infligerai, je vous prie m'en excuser, cette conférence sur les racines spirituelles de la grande Europe eurasiatique. Cette conférence a été faite il y a quelques semaines, a été écrite il y a quelques semaines pour une grande réunion qui se tenait en Roumanie, en terre valaque, aux confins de la Moldavie. Et je crois important que cette conférence ait eu lieu pour la première fois là-bas. Vous n'en voudrez pas qu'elle ait déjà été effleurée, que le sujet ait déjà été effleuré. Mais je crois que ce lieu de confluence entre la terre slave et les terres latines est un lieu symboliquement important. Et le fait qu'elle ait été prononcée là-bas à la demande et à la volonté expresse de Constantin Parvulescu, fils de Jean Parvulescu, que certains d'entre vous ont connu, je suppose, et apprécié. Le fait que cette conférence ait été prononcée là-bas, dans un monastère, n'était peut-être pas tout à fait anodin. Donc, que sont nos racines spirituelles? Y a-t-il un fil mystérieux qui réunit les habitants de cet immense continent, de Brest à Vladivostok, et non pas de l'Atlantique à l'Oural, comme le croyait le général? Et si oui, quel est-il? Je crois que le temps qui nous a imparti ne permettra que de survoler ces questions qui ont déjà été abordées par de grands savants d'une autre trempe que la mienne, mais j'aimerais quand même essayer de donner un éclairage, une direction peut-être vers laquelle d'autres esprits, sans doute plus spirituels et plus profonds que le mien, pourront cheminer pour y trouver des réponses. Sur nos racines religieuses les plus profondes et sur les mythes fondateurs des sociétés indo-européennes, je crois que Georges Dumézil, Jean Parvulescu, dont je parlais à l'instant, et Mircea Eliade ont tout dit, et il serait bien prétentieux de prétendre dépasser ses maîtres. Peut-être pourrait-on se pencher sur la figure des déesses mères, des vierges noires et des guérisseuses, qui, d'un bout à l'autre du continent, ont marqué les peuples qui vivaient sous le signe des trois fonctions sacrées. Nous pourrions évoquer par exemple Baba Cloanța, la yaga édentée du folklore roumain, guérisseuse, oracle, guide ou sorcière, tant cette figure est représentative d'un mythe permanent que l'on retrouve du Portugal en passant par l'Auvergne et le Tyrol, les plaines du Danube et jusqu'au Kamtchatka. Cette figure magique, profondément attachée à une culture agreste et enracinée, dernier témoin des vieilles pratiques animistes, est en voie de disparition avancée, surtout sur les terres occidentales du continent, tandis que grâce à la soviétisation, j'ai bien dit grâce à la soviétisation, terme qui peut se comprendre comme une forme d'hibernation ou de dormition, de l'Europe centrale et des terres russes pendant plusieurs décennies, un certain nombre de valeurs ont pu être conservées et en tout cas
furent moins abîmés que sous le règne du libéralisme délétère de l'Occident. On pourrait aussi se référer à la notion de géographie sacrée, telle que la conçoit notre ami Alexandre Douguine, en opposant les tenants de la thalassocratie à ceux de la tellurocratie. Rappelant la théorie du Heartland du géopoliticien britannique Mackinder, Douguine fait de l'Eurasie la pièce maîtresse de la géographie sacrée. Avec la Russie en son centre, bien sûr, l'Eurasie incarnerait le dernier bastion de la tradition dans l'hémisphère nord, seul capable de lutter efficacement contre la modernité. Selon lui, la tellurocratie incarnerait la stabilité, la pesanteur, la fixité et le politique, tandis que la thalassocratie promouvrait la mobilité, la fluidité, la dynamique et l'économie. Alors que les empires terrestres, souvent militaires, seraient de forme tellurocratique, les empires coloniaux, plus commerciaux, seraient davantage thalassocratiques. Et au-delà de la géographie, cet antagonisme sacré entre la terre et la mer se retrouverait aussi dans la représentation religieuse découlant de ces deux conceptions du monde. Les valeurs telluriques se manifesteraient par la profondeur, la tradition, la contemplation et le mysticisme, tandis que les valeurs thalassocratiques seraient au contraire plus fluides et matérialistes, accordant la primauté au rite, à l'organisation de la vie quotidienne et pouvant aller jusqu'à méconnaître la part de divin dans l'homme. Alexandre Douguine pousse plus loin l'analyse en voyant dans l'orthodoxie l'aspect terrestre du christianisme, tandis que le catholicisme et le protestantisme en constitueraient la face maritime. Donc, il s'agit bien sûr d'un point de vue strictement orthodoxe, n'est-ce pas? De même, au sein de l'islam, le principe terrestre se retrouverait davantage dans certaines branches du chiisme et dans le soufisme. Au contraire, le salafisme et le wahhabisme seraient davantage atlantistes par l'importance accordée aux rites et par leur dogmatisme religieux, désireux d'éradiquer les spiritualités traditionnelles des peuples convertis. Cette transposition de la dialectique terre-mer, Orient-Occident dans le domaine religieux est intéressante et mériterait certainement d'être développée et approfondie, d'autant que le philosophe eurasiste y développe une opposition entre tradition et modernité, entre ce qui est pérenne et ce qui est fluide, entre la terre protectrice qui ne ment pas et la mer mouvante qui dévore ses enfants. Alors je ne pourrais pas suivre Alexandre Douguine sur toutes les voies qu'il a ouvertes, d'abord parce qu'il en a ouvertes beaucoup, mais son assertion selon laquelle l'orthodoxie serait l'aspect terrestre du christianisme, tandis que le catholicisme et le protestantisme en seraient la version marine, mérite d'être discutée. D'abord parce que le protestantisme, qui naît, comme nous le savons tous, en réaction aux excès de la papauté et à la pratique dévoyée des indulgences, voit le jour en zone tellurique, sur les terres germaniques, avant d'être adopté par l'Angleterre, on peut l'admettre, élément thalassocratique par excellence. Celle-ci saura s'en servir d'ailleurs comme d'un ferment de division entre les nations européennes. Ensuite, si je comprends bien que d'un point de vue géo-religieux, si vous me pardonnez ce néologisme, d'un point de vue géo-religieux orthodoxe, il soit loisible et même souhaitable de mettre dans le même sac occidental catholicisme et protestantisme, ces deux conceptions chrétiennes m'apparaissent par trop antagonistes sur le plan philosophique, et théologique aussi d'ailleurs, pour être ainsi appariées. Par ailleurs, si l'on reprend l'idée de Douguine sur le principe atlantiste qui serait superficiel et matérialiste, en accordant la primauté au rite, idée que l'on retrouve effectivement dans la franc-maçonnerie, très attachée à la pratique méticuleuse des rituels, que pourrait-on dire alors sur le Nikoniansky Raskol, les russophones me pardonneront, le fameux schisme de Nikon, qui vit au XVIIe siècle des millions de vieux croyants refuser la réforme de Nikon, essentiellement, justement, sur la question du refus de toucher aux rites ancestraux. Mais je ne voudrais surtout pas réveiller une vieille querelle, et bien au contraire, je ne peux que souhaiter ardemment la réconciliation des vieux croyants avec le patriarcat de Moscou, car je crois profondément que c'est dans l'intérêt spirituel de la Sainte Russie, et partant de l'ensemble du continent. Puisque nous parlons de catholicisme et d'orthodoxie, peut-on affirmer qu'il s'agit là de principes et de vues du monde antagonistes et irréconciliables? Je ne suis pas théologien, et je ne suis pas non plus un spécialiste du filioque, et donc je me garderai bien de m'avancer sur ce terrain telluro-thalassocratique qui ressemble beaucoup à des sables mouvants. Je me bornerai juste
a observé qu'en l'an de grâce 2016, et pour la première fois depuis le schisme 2054, un pape a rencontré un patriarche orthodoxe, et c'était sur une île, zone tellurico-maritime par excellence, lieu de confluence et de résolution entre l'élément fluide et l'élément solide. Mais je voudrais plus sérieusement invoquer ici avec vous la figure de Vladimir Solofiev, le grand réconciliateur. Lui aussi rêve à la réconciliation entre les vieux croyants et l'Église russe. Puis, après l'assassinat d'Alexandre II en 1881, on arrive à la conclusion que le christianisme doit tendre à l'universel, qui est dans son essence même, mais par le biais d'une centralisation qui n'imagine que sous la soumission à une autorité religieuse unique, en l'occurrence celle de l'évêque de Rome. Dans son ouvrage « Le grand débat et la politique chrétienne » paru en 1883, il estime que c'est à la Russie de réaliser cette union. En 1883, Solofiev imagine que c'est à la Russie de réaliser cette union qui verrait la réconciliation des deux églises et dans Rome resterait le centre. Mais cette fusion des deux chrétientés, d'Orient et d'Occident, ne devrait se faire, selon Solofiev, par la latinisation de l'Église orthodoxe. Quand je parle de la figure de Solofiev comme étant celle du grand réconciliateur, ce n'est pas une clause de style, car dans cet ouvrage, le philosophe songe aussi à associer le protestantisme à la fin des antagonismes chrétiens, en intégrant son concept de liberté, car selon lui, l'Église achevée et réconciliée deviendra une théocratie libre. Là, je vous laisserai donc achever vous-même vos lectures sur le personnage et les aspects éventuellement contestables de ces préfigurations. Je ne m'aventurerai pas plus avant non plus dans ce domaine, car il n'est pas de mon ressort, mais en revanche, je voudrais souligner que la figure holistique de Solofiev m'intéresse en ce sens qu'il a perçu de manière aiguë la nécessité absolue de rassembler les peuples du continent eurasiatique autour d'une spiritualité commune, comme celle qui nous unissait il y a quelques millénaires, au temps béni de la trifonctionnalité, avant que celle-ci ne soit pervertie et ses valeurs inversées. Il est bien évident que cette réconciliation ne se fera pas sous l'égide de Baba Cloansa, dont je parlais tout à l'heure, encore moins en invoquant Zamolxis, Perun, Jupiter, Odin ou Teutates, même s'il ne faut pas mésestimer la force des vieux mythes, et que seules, bien évidemment, les figures du Christ et de la Vierge Marie pourront apaiser les cœurs et les âmes et redonner au peuple desséché du continent la spiritualité qui leur a été arrachée. J'ajouterai seulement que si Solofiev voyait juste dans la nécessité de réunir les chrétientés d'Orient et d'Occident, il se trompait, selon moi, sur celle qui en serait le vecteur principal. Il avait pour excuse que l'Église de Rome au XIXe siècle était encore une puissance spirituelle considérable, communauté réunie ce soir bien évidemment, et plus grave encore, leurs bergers ont perdu la leur quand ils n'ont pas épousé carrément les idées de l'Antéchrist. Quand le pape appelle à accueillir et accueille au Vatican toute la misère du monde, ou son symbole, à la grande joie sardonique des Soros, Rockefeller et autres Attali, on peut se demander légitimement, et j'espère ne choquer personne, si Rome est encore dans Rome. Il existe une troisième Rome, heureusement, si l'on en croit le moine Philoté, qui a su garder les valeurs ancestrales, peut-être parce qu'elles étaient en dormition, justement, et c'est de là, de mon point de vue, et seulement de là, que viendra le réveil. Enfin, je voudrais clore mon intervention en rendant hommage à Jean Parvulescu, prophète de la nouvelle Europe grande, continentale, et de l'empire eurasiatique de la faim, ainsi qu'il le nommait, en soulignant la convergence essentielle qui existait entre Jean Parvulescu et Mircea Eliade. C'est ce dernier d'ailleurs qui écrivait au sujet de l'Europe les mots suivants, je cite, « Ces racines, celles de l'Europe, ces racines sont bien plus profondes que nous l'avions cru, et ces racines nous révèlent l'unité fondamentale non seulement de l'Europe, mais aussi de tous les coumènes qui s'étendent du Portugal à la Chine et de la Scandinavie à Ceylan. Voilà le fil d'Ariane que nous devons suivre si nous voulons nous montrer dignes de nos pères. Ex oriente lux, jusqu'à preuve du contraire, mes amis, le soleil se lève toujours à l'est. Je vous remercie.
Bonsoir Pascal, si vous voulez ajouter quelque chose, parce que je suppose que vous avez des choses à dire aussi sur, oui, sur ce sujet. Donc je assurément. serais ravi que vous poursuiviez sur la lancée. Assurément, merci pour ce magnifique exposé. J'aurais quelques remarques à faire, naturellement, et vous n'en serez pas vexés. Parce que, bon, ben évidemment, moi je vois ça avec l'œil de la tradition orthodoxe. Et donc vous avez parlé de la troisième Rome, et naturellement ça me touche le plus profondément, puisque après la trahison des Romains de 1204 et de 1453 et de la chute de Constantinople, la vraie Rome est à Moscou. Donc c'est une conception que nous avons, nous. Bon, mais par ailleurs, par-delà ces éléments faceux, je voudrais souligner quand même, vous l'avez dit dans votre exposé, je voudrais souligner la remarquable rencontre entre le patriarche de Rome et le patriarche de Moscou à Cuba, qui n'avait pas été possible avant 850 ans. Donc il faut quand même révéler que les orthodoxes et les romains se parlent aujourd'hui. Et j'étais présent lors de la consécration de la grande cathédrale de la Sainte Trinité le 4 décembre dernier, en présence du patriarche Kirill, et étaient à 2 pas de moi des représentants de l'Église catholique. Et donc il faut voir avec espoir l'avenir, parce que pendant 850 ans nous ne nous sommes pas parlé. Mais maintenant, c'est fini, cette époque. C'est que nous avons tout, à part quelques difficultés au niveau des rituels. Vous avez parlé du trilogue, voilà. Mais bon, voilà, exactement. Mais maintenant, nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes 21 siècles après le martyre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons bientôt, enfin nous avons célébré nous l'entrée dans le temple de la très sainte Mère de Dieu et néanmoins toujours vierge, Marie, le 4 décembre selon notre calendrier. Mais il faut donc que nous vivions par rapport à d'autres dangers, par rapport à ce que vous avez évoqué, mon ami, c'est-à-dire ce que l'Empire soviétique avait essayé de détruire, c'est-à-dire la spiritualité, c'est-à-dire nos traditions, c'est-à-dire la foi, la chose qui est partagée depuis les princes, les tsars, jusqu'au plus humble moudjik, tout cela, nous devons le transmettre. Et la société matérialiste a donné les résultats que nous savons. Donc, je crois qu'avec le patriarche Kirill, qui l'a bien rappelé, quand il n'y a plus de foi, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de droit. Très bien. Alors, quelques petites remarques, sans être polémique. La troisième Rome, c'est une légende moscovite, imaginée par un moine pour justifier l'autocratie russe. Premièrement. Deuxièmement, je pourrais vous citer des auteurs orthodoxes montrant que le schisme orthodoxe est anticanonique. Entre autres, vous avez une orthodoxe du patriarcat grec de Damas qui a fait une thèse sur ce sujet. Mahomet II impose le schisme orthodoxe. Alors ce n'est qu'une thèse, mais l'argent des Turcs a agité le parti zélote et a empêché l'union des églises. Et ça a provoqué la chute de Constantinople.
Et ceci n'excuse pas les crimes des Vénitiens, qui ont d'ailleurs, je tiens à le rappeler, condamné par le pape de l'époque. Autre tentative, au moins de collaboration entre le pouvoir impérial et Rome, ça m'a situé peut-être trop tôt, c'était la Sainte Alliance. D'ailleurs, il y a une conférence sur le sujet, et il y a eu des moments très bizarres où en Russie, vous avez protégé les jésuites, où le tsar a admis même des couvents catholiques, entre autres dont l'Estrange qui avait quitté la Trappe, et qui a permis la renaissance de la Trappe après l'effondrement de l'usurpateur en France. Alors, on peut souhaiter que cette union, et il faut la souhaiter, et travailler sur le plan historique à purifier la mémoire et lucidement sur le plan théologique. Parce que quel est le danger? Mais vous l'avez dans la légende du grand inquisiteur de Dostoïevski, ou chez Soloviev, l'Antéchrist. Donc vous pouvez très bien avoir une union factice de toutes les religions et avec une religion sans Dieu. Je ne vous dirai pas dans quelle église orthodoxe j'ai été invité à un colloque, et on croit toujours bien faire d'inviter quelques crapules reluisantes de titres pseudo-universitaires, plus ou moins sortis en cachette de quelques loges obscures. Et il a fait devant un panel d'évêques une conférence, ma foi très belle, un peu dans le style d'Olivier Clément. Mais un christianisme poétique, évacué de tout dépôt objectif de la révélation. D'ailleurs, j'avais un de mes amis qui s'est levé, il lui a dit, mais un bonze, un prêtre shintoïste, aurait pu parler comme vous. Donc le problème est là. Donc ce qu'il faut œuvrer, tout en restant chacun chez soi, que ceux qui ont la vraie foi et l'attachement viscéral aux valeurs de notre tradition nationale puissent travailler de concert. Mais ça ne sert à rien d'aller faire risette au patriarche de Constantinople, qui d'ailleurs a un beau tablier en peau de cochon, bien qu'il soit un pays musulman. Bon, voilà la triste réalité. Alors, les tractatives, par exemple, si on prend la Russie, dans l'Église universelle de Soloviev, il y avait tout un projet d'union des églises qui a été plus ou moins approuvé et encouragé, entre autres, par Monseigneur Strossmayer. Voilà, petite parenthèse. J'espère que je ne vous ai pas choqué. J'en ai tellement entendu d'autres. Oui, mais en quoi vous êtes choqué? Nullement. Nullement, frère. Non, parce au contraire, je suis très heureux d'être à cette table. Oui, mais non. Et sachez bien que je ne me sens absolument pas ni humilié, ni choqué. Non, parce que le problème est là. Parce qu'il peut y avoir, par exemple, dans la Grande Europe, des conflits datant de l'histoire récente. Exemple, Moldavie, Roumanie, Russie. En général, le clergé roumain est sur les positions de l'église russe, beaucoup plus proche que de l'église de Constantinople. Mais il y a un contentieux territorial. Historique. Ça joue. Il y a un contentieux historique. La Bessarabie. Ah oui, la Bessarabie. Donc il ne faut pas digérer. Bon, oui, bon. D'ailleurs, il y a quelque temps, je ne sais pas si vous y étiez, il y a eu un colloque à Paris sur la pensée conservatrice autour de Joseph de Maistre, Berdaïev et Soloviev, qui va tout à fait dans cette lignée.
Et quant à la question que vous aviez évoquée du filioque, c'est des vagues polémiques. Parce que l'Église romaine n'impose pas le filioque, premièrement. Vous avez de nombreux catholiques, et des dizaines de millions de catholiques qui, dans le credo, ne prononcent pas le filioque. Par contre, ce qu'on peut exiger, c'est que votre approche théologique ne soit pas anti-filioquiste, tout en préservant la monarchie du Père. Mais ça, c'est des problèmes de théologiens, on va pas, ça dépasse cet auditoire. Il y a un point que l'on pourrait aborder, sans faire de théologie, mais c'est la polémique que les... J'aimerais bien que Ferratieri y participe, parce que donc, ces réponses m'intéressent. Sur les racines franques du catholicisme. Notamment les auteurs orthodoxes, certains auteurs orthodoxes à tout le moins, estiment que le filioque justement et les dérives rituelles du catholicisme au 8e, 9e siècle ont pour origine la volonté politique de l'Empire de Charlemagne d'imposer l'empreinte franque dans le catholicisme romain, et notamment à l'époque où Charlemagne a conquis le royaume d'Italie. Et donc là, j'aurais bien aimé avoir l'avis de frère Thierry sur ce sujet, sur l'influence des rites francs dans le catholicisme au 8e et 9e siècle. Donc je ne sais pas s'il a entendu la question. Oui. Mais ça me paraît un point clé parce que c'est, à mon avis, une des grandes causes du schisme entre l'Orient et l'Occident. Ah bon? Oui. Entre autres, le concile de Nicée II a été mal traduit. Et la plupart des théologiens autour de Charlemagne, que ce soit Alcuin et les autres, étaient de manière schématique iconoclastes et n'ont jamais admis, disons, la quasi-sacramentalité de l'icône, la présence, quand l'icône est consacrée. Et en Occident, on a considéré, mais la coupure s'est pas faite tout de suite. L'art chrétien comme un ornement. Alors que pour les orientaux, qu'ils soient orthodoxes ou catholiques, c'est un dans le meilleur des cas, pour faire comprendre à des latins, un sacramental. Il y a une présence de relation. Alors, vous pouvez lire, entre autres, qui est abordable pour un esprit latin, Saint Jean Damascène, la défense des icônes. Et il faut se rappeler que les papes de Rome, à l'époque, soutenaient les iconodules. Donc les adorateurs, c'est un terme impropre, ceux qui vénéraient les icônes. Il est évident qu'il y a un fossé culturel de la langue, et ensuite, il faut voir aussi que l'Empire byzantin avait une prétention hégémonique sur tout le monde connu. Alors, dans certaines circonstances, il pouvait vendre les insignes de consul et ainsi de suite, si ça rapportait des finances au trésor byzantin. Mais il ne pouvait pas imaginer qu'un demi-barbare ou un pseudo-barbare puisse devenir empereur. Ensuite, querelle de juridiction. Alors, si Cyril et Méthode sont l'apôtre des Slaves, en lien aussi bien avec Byzance qu'avec Rome, il y a toujours eu des conflits, et dès l'origine. Alors qu'à l'époque, les églises n'étaient pas séparées.
Et entre autres, dans l'affaire de Kirill et méthode, ce sont les Germains. Voilà. Présent déjà donc, dans cette Oui. zone. Et donc Guillaume de Rubrook parle d'ailleurs dans son voyage. Je peux répondre là-dessus? Allez-y. Frère, l'icône n'est pas un objet d'adoration, Non, de vénération. de vénération. L'icône est une passerelle. Oui. Nous croyants orthodoxes, nous sommes très heureux de nous prosterner, de baiser l'icône, parce que ce n'est pas un objet de bois ou un objet, c'est une très bien. simple. Disons, c'est l'équivalent chez les latins un peu des reliques. Alors, peut-être, mais sauf que les reliques, nous savons qui les ont peintes et Oui. qui les ont consacrées. Donc, contrairement à certaines autres, y compris à certains tissus bizarres. Donc, nous n'avons pas de problème à ce niveau-là, parce que les icônes ne sont pas des objets d'adoration ou de vénération, ce sont des passerelles par rapport au symbole qu'elles représentent. Et nous sommes en pleine harmonie avec la foi que nous exprimons à travers l'icône. En ce qui concerne les questions de discussion de Rome, machin chouette, avec comment dit le frère tout à l'heure, vendre comment dirais-je, des allégeances, voilà. Bon, les allégeances, ça, bon, c'est fâcheux, c'est malheureux. C'est malheureux. Bon, c'est ainsi, c'était une autre époque. Les Borgia, c'était une autre époque aussi. Donc, Oui, mais enfin, écoutez, on ne va pas confronter l'Église je latine et ne l'Église confronte- orientale je- avec ça, parce que dans ce cas-là, l'Église orientale a aussi ses misères. bien, sûr. mon frère, Hein, c'est ce que j'étais en train de dire. Ah oui, C'est que justement, nous sommes passés par-delà tout ça. heureusement, et peut-être quand on pense par exemple que l'Église des vieux croyants, du moins ceux qui avaient une hiérarchie canonique, ont tous rejoint l'Église mère, l'Église du patriarcat de Moscou, tout en gardant les rites et la liturgie d'avant Nicône. Et ça pourrait très bien être un modèle pour nous catholiques, ceux qui tenons envers et contre tout à la liturgie immémoriale. Bon. Alors la seule chose qu'en Russie, les vieux croyants, ils ont des évêques, mais pas résidentiels. Ils n'ont pas de diocèse. Ils sont suffragants d'un évêque. Ils existent. Comment? Ils existent. Oui, mais ils existent. Voilà. À l'époque soviétique, c'était pas pareil. Hein. Ah non. Bon. Alors, je voudrais reprendre Oui. le fil justement pour éviter donc de tomber dans un antagonisme que justement je souhaiterais à tout le moins abaisser à son niveau le plus bas possible. Donc il y aura toujours de toute façon des divergences, il y aura toujours des oppositions et sans doute sont-elles positives à certains égards. Mais encore une fois, donc, le but de cette conférence était justement d'essayer de trouver tout ce qui peut nous réunir plutôt que tout ce qui peut nous diviser. C'est pour ça que j'ai donc évité d'aborder au fond les questions théologiques, d'abord parce que je ne m'y entends guère dans ces matières, et ensuite je ne voudrais surtout pas réveiller de vieilles querelles. Et j'aimerais au contraire que nous essayions dans nos discussions, dans nos recherches, dans nos travaux, dans nos cheminements personnels, essayer de trouver ce qui nous rassemble, encore une fois, de Brest à Vladivostok, plutôt que ce qui nous divise. Et s'il y a un point, et c'est pour ça que je me suis permis de poser des petits jalons comme cela, si je me suis permis de citer la trifonctionnalité dans cette petite conférence, ce n'était pas tout à fait hasardeux. Je crois que très profondément, ce qui a uni tous les peuples indo-européens sur l'ensemble du continent, et si l'on en croit Héliade jusqu'à Ceylan, c'est profondément la trifonctionnalité. Et là, j'aimais
une hypothèse donc, que je soumets à votre sagacité. Est-ce que l'on ne retrouve pas sur un mode spirituel cette trifonctionnalité dans la Trinité, dans la vision trinitaire, que l'on retrouve et dans l'orthodoxie et dans le catholicisme? Je vous livre cette réflexion toute personnelle, mais pour essayer de continuer à trouver le ferment de ce qui nous unit, plutôt que de chercher des différences qui nous divisent. Il sera toujours possible de trouver des différences. C'est le principe de la vie par excellence. La scisparité, c'est ce qui nous divisera jusqu'à la fin des temps, mais il faut donc essayer de retrouver l'unité qui nous unit plutôt que de retrouver ce qui nous divise. Voilà. Donc voilà les réflexions que je voulais vous suggérer. Donc maintenant, j'aurais souhaité qu'il y ait des questions, donc adressées à Pascal Mas ou à votre humble serviteur. Donc si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre si je le peux, bien sûr. Frère Thierry a peut-être parlé, mais il me semble qu'il y a eu des efforts de réconciliation à Byzance avant la chute, je crois que Frère Thierry, qui ont été noyés dans certaines difficultés diverses. Je le crois aussi. Non, parce qu'il a été dit qu'on ne s'est pas parlé depuis 1054. Oui, il y a eu des tentatives. Il y a eu le fameux congrès, enfin le fameux synode de Florence, je crois. Donc, je ne sais plus en quelle année. Voilà. Donc effectivement, il y a eu des tentatives de contact et heureusement, les ponts n'ont jamais été complètement rompus. Et je crois assez volontiers que la géopolitique et la politique donc, a occupé une grande place dans la justification de la querelle et de la conservation des positions respectives. Je suis d'accord. Par conquérir ce monde. Lorsqu'il regarde la planisphère, qui n'est pas du tout notre vision que nous avons du monde, l'Eurasie, c'est 80% des terres émergées. Hein. Oui, et donc, voilà. Et c'est ça l'enjeu du monde, c'est ça. C'est entre Lisbonne et Vladivostok, c'est le but qu'ils se sont donnés. Et génération après génération, ils se donnent les moyens d'y parvenir. Alors là, vous me donnez l'occasion de revenir sur mon péché mignon, qui est justement ces questions-là, et que j'annonçais tout à l'heure un peu par provocation donc, dans cette conférence qu'on fera peut-être à la rentrée d'ailleurs sur Trump, le Brexit et Fillon. Il y a un lien entre les trois. Je crois que le jeu des anglo-saxons sera et de continuer, mais par d'autres méthodes. Moi, mon sentiment est que le Brexit, l'élection de Trump et l'élection de Fillon signifie un changement de direction, mais toujours pour un même but. Et donc, je souhaiterais attirer l'attention de nos amis, y compris dans les milieux anticonformistes, ou alternatifs, ou complotistes, j'espère qu'il n'y en a pas ici, que nous n'avons pas changé de stratégie. Donc, ceux qui visent à l'asservissement du monde ont toujours le même projet, sauf que lorsqu'ils se heurtent à des résistances, comme ils les observent actuellement, ils contournent ces résistances, ils ne les affrontent jamais de face. Et donc l'élection de Trump, c'est l'élection d'un mondialiste à la place d'une autre, pour faire court. Monsieur, bon, comme vient de le dire notre ami interlocuteur, oui, il y a une volonté délibérée du monde anglo-saxon d'imposer définitivement un magistère sur le reste du monde. Nonobstant, il y a quelques réactions. Et il y a aussi quelques manifestations d'un autre monde, d'un autre savoir-vivre. Je veux dire de la Chine, depuis la Russie. Vous avez pas mentionné tout à l'heure monsieur Poutine, puisque vous l'avez dit tout bas, mais moi je le dis tout fort. C'est que la réaction contre l'empire anglo-américain, c'est la Russie. C'est la Russie. Et je veux dire par là, c'est que la Russie d'aujourd'hui, comme la Russie d'avant, elle soutient ses alliés. Et lorsqu'on a signé un contrat d'amitié en 1949 avec la Syrie, on soutient ses alliés. On ne les laisse pas tomber comme avant. Ça, c'est les Occidentaux qui laissent tomber leurs alliés. Et vous en avez tous, manifestement, peut-être vécu, hélas, les affres. Mais la Russie est la Russie. C'était l'URSS, mais c'est la Russie d'aujourd'hui qui ne laisse pas tomber ses alliés, qui les soutient, qui soutient les régimes légitimes,
comme, comme est le régime de M. Assad, parce que c'est un président qui a été élu, qui n'a pas été implanté par des espèces de révolutions orange, bleu marine, bleu verte ou rose. C'est un vrai régime légitime, avec un président légitime qui est soutenu par son peuple et qui a soutenu jusqu'à nouvel ordre la diversité de toutes ces populations, y compris le soutien de ces populations religieuses, comme c'était le cas de M. Saddam Hussein, dont le Premier ministre était un chrétien, dont, comme était le cas de M. Moubarak et son prédécesseur Sadat, dont le Premier ministre était également un chrétien, et donc l'empire anglo-américain est en train d'essayer de détruire au Proche-Orient tout ce qui signifie la liberté, la tolérance qui avait été initiée par le parti Baas et par Mustafa Kemal Atatürk. Bon, quand on voit la Turquie d'aujourd'hui, quand on voit les pays qui étaient sous la gouvernance du parti Baas, je dis bien l'Égypte, la Syrie et l'Irak, on voit le résultat de la politique américaine. Donc aujourd'hui, il y a d'autres puissances. Il y a la Russie qui n'est pas n'importe quoi, qui a en plus une vocation vis-à-vis de l'Asie centrale, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a la Chine, il y a l'Inde. Bon, l'Europe à côté, zéro. Je rejoins le propos global, c'est-à-dire que la Russie aujourd'hui effectivement représente une force, une contre-force face à l'Empire. Néanmoins, j'ai quelques interrogations sur certaines politiques de Poutine, où notamment il souhaite recréer une union eurasiatique. Et j'ai un peu défaut à un peu comparer cela à l'Union européenne, mais à la sauce russe. Alors je me dis, parfois, il fait une politique qui ressemble beaucoup à celle de notre empire qui nous gouverne. Quel argument avez-vous contre cela? Alors, donc, Yevrasia, puisque vous parlez de ça, c'est un projet personnel de Vladimir Poutine. C'est la création d'un ensemble économique euro-asiatique qui a pour fondement et pour modèle la CEE des années 70, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec Bruxelles d'aujourd'hui, avec l'Union européenne, avec l'intégration monétaire, etc. C'est l'Europe des 8 ou des 9, pardon, que certains d'entre vous ont connu, c'est-à-dire que c'est une communauté économique euro-asiatique qui est fondée pour l'instant sur des pays de l'ancienne URSS, la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, l'Arménie. Vont bientôt rejoindre le Kirghizistan et le Turkménistan. Mais qui n'est pas fermé. Et c'est d'ailleurs le gros problème diplomatique de l'Union européenne actuelle, c'est que des pays comme la Grèce ou la Serbie envisagent de rejoindre cette union, qui n'est, comme je l'ai dit, une union économique, douanière, et qui n'a pas d'autre vocation que cela. Et cette Yevrasia, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, Euro-Asie, a aussi pour vocation, à travers le club de Shanghai et d'autres activités, c'est que d'autres pays qui n'ont rien à voir avec l'ancienne URSS, comme l'Inde, comme le Vietnam, comme la Chine, comme la Birmanie, de rejoindre l'Eurasia. C'est-à-dire que c'est une autre union qui n'a rien à voir avec l'ancienne URSS. Bon, effectivement, elle est fondée sur des pays fondateurs, voisins, géographiquement voisins, ou qui portent des gènes communs.
hein. Mais l'Eurasia, l'Eurasie, telle qu'elle est conçue par la diplomatie et par l'économie, la nouvelle économie, ce n'est pas réservé à des pays de l'ancienne URSS. Ce n'est pas l'ancienne URSS, c'est un autre concept qui est calqué, dont le modèle est la communauté économique européenne des années 70, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, avec Bruxelles, avec des gens qui ne sont pas élus, qui décident de tout, ça. Non, c'est rien à voir. Chaque pays est souverain, avec sa monnaie, mais là, actuellement, l'Eurasia d'aujourd'hui, c'est la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan et l'Arménie. La seule chose qui unit, et dont la capitale d'ailleurs est à Astana, elle n'est pas à Moscou, hein, elle est à Astana. C'est un mauvais choix de nom, Astana. C'est vote. On en parlera plus tard. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce n'est la capitale de Eurasia, la capitale Eurasia, ce n'est pas Moscou. Pas plus que la capitale de la CEI est à Minsk. Elle n'est pas Moscou non plus. Donc il faut arrêter de dire que le Moscou veut refaire l'URSS, etc. Ça, c'est de la folie. Absolument. Si vous permettez, je voudrais rajouter un point en précisant que je suis tout à fait d'accord avec mon voisin. Pour effectivement réitérer qu'il ne s'agit pas du Comecon, ce n'est pas du tout une résurgence du Comecon, ce n'est pas non plus totalement une résurgence de la communauté économique européenne, même si certains aspects en sont tirés pour s'inspirer du fonctionnement de départ, mais le principe de l'Eurasie tel que le conçoit le président Poutine est de mon point de vue une volonté d'adhésion libre de la part de ses membres. Et ça c'est un point essentiel car la CE au départ, même si la liberté était théorique, mais ça rejoint une opinion assez personnelle que j'ai sur le sujet. Donc la communauté européenne, l'Union européenne telle qu'elle a été conçue dès l'origine, est un projet anglo-saxon. Donc là, tout ça c'est démontré, avéré, et allemand, tout à fait. Anglo-saxon, donc allemand. Donc allemand, par on est d'accord. Donc, alors qu'en l'occurrence, je pense que le projet d'Eurasie que les Russes ont soutenu, mais dans une perspective effectivement eurasiatique, de respect de tous les membres, de respect de tous les membres qui adhèrent à ce concept, c'est effectivement de sortir, tenter de faire sortir ce continent de l'attraction orbitale que les anglo-saxons font régner depuis un siècle. Donc ce concept d'Eurasie, c'est, voilà, nous allons rebâtir, et je pense que la Chine de ce côté-là accompagne ce mouvement avec sa ceinture et sa route. Je crois que ce concept de chapelet que la Chine tente de dessiner de son empire du milieu jusqu'en Europe occidentale, Hambourg étant en théorie la destination finale de cette route de la soie, de cette future nouvelle route de la soie, je crois qu'il y a vraiment une volonté eurasiatique avec des poids lourds tels que la Russie et la Chine et l'Inde également, de sortir, de mettre un terme à un siècle au grand projet de siècle américain. En fait, on est en train d'en sortir, et ce nom d'Eurasie, qui couvre tout le champ de l'Eurasie par essence, à mon avis, est le champ idéal pour, en toute liberté, en toute indépendance, nous proposer de couper les liens avec Washington et avec la Cité et le dollar. Donc c'est en ce sens que ça me paraît intéressant. Maintenant, donc, ce n'est pas notre projet, donc nous sommes conviés à y entrer, mais je crois que nous aurions tout intérêt à le faire pour recouvrer notre liberté. C'est la domination de la Russie, c'est le mondialisme russe. Alors je ne crois pas, comment dirais-je, donc là j'aimerais revenir sur un autre, je vais répondre si vous permettez, je vais revenir sur un autre aspect de ce qu'est véritablement, me semble-t-il, et je ne suis pas russe, mais je crois m'intéresser suffisamment au sujet pour donner mon sentiment. La Russie n'est pas impérialiste, la Russie n'a jamais eu une âme impériale au sens anglo-saxon du terme. Qu'il y ait eu un empire russe, c'est une évidence, mais cet empire est consubstantiel au territoire sur lequel vivent les Russes. Et ce territoire va de la Prusse jusqu'aux confins de la Sibérie, jusqu'au Pacifique. Et fondamentalement, si on regarde bien l'histoire que l'on connaît,
du peuple russe, il y a eu deux moments, il y a eu deux grands moments dans lesquels la parole russe s'est exprimée de manière non pas impérialiste, en tout cas pas dans sa première version, mais de manière marquée. C'est lors de la Sainte Alliance d'Alexandre Ier, après les défaites de l'usurpateur dont parlait Thierry à l'instant. Ça a duré 10 ans, 15 ans, et ça a été des années pendant lesquelles la Russie a exprimé à haute voix sa présence sur la scène européenne, mais pour mettre un terme aux guerres de conquête et aux succès d'années des guerres révolutionnaires. Ça a été le premier épisode. Le deuxième, beaucoup moins heureux que le premier, c'est la période soviétique. Mais il y a eu une parole russe de 1917 à 1991, pendant laquelle l'idéologie des soviets s'est répandue dans le monde. Donc, et d'une certaine manière, même si je suis loin d'être philo-marxiste, vous l'imaginez, mais d'une certaine manière, on peut analyser également en tout cas le stalinisme, plus que le bolchevisme, le stalinisme, comme étant peut-être une façon de lutter contre le capitalisme, mais le capitalisme anglo-saxon. Donc il faut prendre cela parfois avec recul. Je ne suis pas stalinien pour autant, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais le stalinisme mérite un éclairage qu'on n'a pas toujours l'occasion de trouver en Occident. Oui, donc j'en dis combien pas, et je ne suis pas stalinien encore une fois, donc on est d'accord là-dessus. Je ne reviendrai pas sur je ne ferai pas le défenseur de Staline, malgré tout. Je ne suis pas stalinien. Mais voilà, ce sont les deux seuls moments où la Russie a parlé d'une voix haute. Aujourd'hui, elle le fait de manière modeste, en proposant cette union eurasiatique et en disant en quelque sorte qui veut sortir de l'emprise occidentale, de l'emprise anglo-saxonne, vienne, vous êtes les bienvenus. Si vous ne voulez pas, restez chez vous. Il n'y a pas de volonté d'annexion, il n'y a pas d'impérialisme russe, il n'y a pas de volonté d'imposer une marque. En gros, aujourd'hui, le discours de la Russie, c'est nous renouons avec la tradition, nous renouons avec le christianisme, nous renouons avec nos valeurs ancestrales. Voilà ce que nous faisons. Nous avançons qu'à un cas, nous ne sommes pas les meilleurs au monde, nous avançons avec notre société, avec nos erreurs, avec nos défauts. Je reconnais volontiers avoir des défauts, mais nous avançons et nous renouons avec des valeurs que nous estimons essentielles. Quant à vous, si vous voulez rester avec le mariage pour tous, l'homosexualité vendue et proférée aux quatre vents, faites, c'est pas ce que nous voulons faire. Voilà en gros, si j'ose dire, donc l'antagonisme que nous suggère Poutine aujourd'hui. Voilà, c'est rester dans votre décadence ou renouer avec la tradition. Voilà. Moi, c'est comme ça que je comprends ce message. Mais Pierre le Grand, il n'était pas dans un discours de proposition. Il estimait, et peut-être, en tout cas c'est ce que pensent les slavophiles et les slavistes et les panslavistes pensent, que Pierre le Grand a été le grand fossoyeur de l'âme russe. Et d'un certain côté, il n'avait pas tort, parce qu'il a effectivement occidentalisé de force donc la Russie. Seulement les nobles et tout ça, pas le peuple. Pas le peuple. Enfin, donc on sait très bien que lorsqu'on commence à occidentaliser la superstructure, c'est donc comme si vous parlez des reste... Khazars qui étaient juifs, c'était uniquement la superstructure de la société, bien sûr, on est d'accord. Oui, parce que turco-mongol, on ne les trouve pas beaucoup chez les Khazars, on est d'accord. Les Khazars, il n'y avait que le tsar, enfin le Khan Khazar, et puis que l'aristocratie. Bien sûr, le peuple était comme d'habitude. Bien sûr, d'accord. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. La même question avec la franc-maçonnerie. Avec la Révolution, c'était selon une certaine élite, entre guillemets. Et les Khazars, c'est pareil, actuellement, c'est eux qui dominent toute l'Europe. Alors, c'est moi qui réponds. Alors, pour les francs-maçons russes, c'est ça, hein? Alors, pour répondre à votre question, madame, les francs-maçons russes, la plupart, c'était des aristocrates. Qui étaient francophiles, qui étaient francophones, qui sont venus ici à la suite du désastre de 1815 et qui ont été imprégnés des idées de la France, quoi. C'est-à-dire que oui, alors des Lumières, exactement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils les ont vus sur place. C'est-à-dire qu'au lieu de les lire dans les livres,
ils sont venus ici à Paris, donc l'histoire de Bestrot, par exemple, de quelques mots. Donc Bestrot, c'est pas les aristocrates, hein, c'est plutôt le contraire. Mais donc les aristocrates, tous comment dirais-je, les officiers de l'armée de russe qui stationnaient aux Champs-Élysées ont vu sur place l'idée de la démocratie dont ils avaient entendu parler par les textes, par Voltaire, par Diderot et compagnie. Et donc, comme ils lisaient le français comme vous et moi, ils ont vu sur place et ils sont retournés en Russie. Ils sont retournés avec un autocrate, avec un type qui fonctionnait selon le Moyen-Âge. Et ça a donné, en 1825, les décembristes. Parce que les décembristes, c'était des aristocrates qui avaient vu que la Russie était complètement anachronique et qu'elle était dirigée par des sauvages, par des abrutis qui ne comprenaient rien et que le monde avait changé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les décembristes, ils ont été envoyés en Sibérie, à Tchita, et leurs femmes françaises les ont suivis, et ça a donné la grande histoire des décembristes. Et c'était tous des francs-maçons, si vous voulez que je vous réponde. Ils étaient tous des francs-maçons parce que comment dirais-je, les compagnons du Coquelicot, c'était une loge maçonnique qui avait pris ce nom-là pour ne pas être pourchassé par l'Okhana, c'est-à-dire par la police politique de l'abruti de tsar de l'époque. Et donc, c'était tous des francs-maçons, ils étaient tous en relation, ils parlaient tous en français, ils avaient tous des relations avec les francs-maçons français, et c'est pourquoi, même quand ils étaient là-bas en exil à Tchita, leur activité, au lieu de regarder la télévision parce qu'elle n'existait pas, c'était de faire de la dictée française, et notamment avec des termes maçonniques. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Oui. Adam? Et actuellement, les Khazars... Les Khazars. D'accord. Oui. Ils dominent le monde et ils sont également francs-maçons. Ils sont dans tous les pays. Alors ça, Et le problème est là. ça je connais pas, hein. Frère, vous pouvez répondre. Ça fera l'objet d'une autre conférence l'année prochaine. En conclusion, En conclusion, j'ai entendu dire. Mais je ne connais pas le sujet, mais je vais demander à quelqu'un qui me bon. Ils veulent tout donner des gentils. En conclusion, si on veut œuvrer à la renaissance des forces spirituelles du continent européen, il faut prendre comme ligne de conduite l'enseignement de Benoît XVI, qui montrait la culture chrétienne comme une contre-culture. C'est pas se vautrer, se prostituer devant le monde, faire toutes sortes d'accommodements inimaginables, mais présenter d'une manière attrayante, dans sa nouveauté, la force de l'Évangile. Et bien distinguer le Christ de la Révélation du Christ humanitaire, la Vigny. Et, alors, malheureusement, on n'a plus de Sibérie réelle. Imaginez un Dostoïevski. Il part révolutionnaire au camp. Il est même condamné lourdement. Il a failli être exécuté. Il se convertit, comme d'ailleurs Gogol. Et ça va être un des chantres de la culture chrétienne. Voilà ce que l'on peut espérer pour un avenir plus ou moins proche, même si les temps en Occident paraissent très sombres. Donc je vous souhaite de bonnes vacances et de saintes fêtes de Noël. Et le 2 janvier, ce sera une conférence autour d'un livre remarquable d'une professeure de l'université de Milan sur Thomas, apôtre des Indes, mais qui renouvelle vraiment le sujet. Voilà.